donc à la fois sur Paris, dans les locaux de la Fédération nationale du bois. Et ici, donc, on a le plaisir d'être accueillis par Denis Dagneau dans le bâtiment de l'ONF à Épinal, bâtiment qui est aussi partagé avec la Chambre d'agriculture des Vosges et dont on aura l'occasion de parler pendant cette présentation. Alors, un petit mot d'introduction pour la bonne tenue de ce séminaire. N'hésitez pas à bien nommer vos profils avec votre nom, prénom et votre structure pour qu'on puisse bien vous identifier. Et si vous avez des questions, comme on est près de 180 participants, vous comprenez qu'on va passer par le chat. Donc, utilisez pour cela l'onglet Q&R que vous trouvez en bas de l'écran. Et n'hésitez pas à poser vos questions et on tâchera d'y répondre au fur et à mesure. Enfin, s'il y a des problèmes de connexion, sachez que vous pouvez rejoindre ce webinaire par téléphone. Donc, si vous avez des contacts qui ont du mal à accéder à ce lien, n'hésitez pas à leur transmettre ces coordonnées qui vous avaient aussi été transmises par mail. Un bref mot d'introduction pour présenter l'association que je représente, donc FIBOA Grand Est. On est l'interprofession de la forêt et du bois au niveau régional. Notre mission est de fédérer l'ensemble des professionnels, donc partant du pépiniériste, des forestiers, les scieurs, les transporteurs de bois, les charpentiers, menuisiers, les acteurs du bois énergie, les industriels du panneau, du papier, etc. J'ai dû en oublier, mais tout ça pour vous dire que l'idée, c'est d'essayer de fédérer l'ensemble de ces professions avec chacun leur manière de travailler, leurs thématiques, leurs problématiques, d'essayer de recenser leurs besoins et de faire en sorte que tout le monde autour de la table, on puisse identifier justement ces besoins et trouver des solutions tous ensemble. Donc ça, c'est notre mission principale. Donc, comme je le disais, la filière forêt-bois, quelle est-elle? Elle part de la graine jusqu'à la cendre, comme on a souvent l'habitude à dire. Donc, nous, on est organisé effectivement en 5 thématiques. Donc, la forêt récolte, la première transformation, qui est plutôt le secteur de la scierie, le bois construction et aménagement, donc on va longuement en parler aujourd'hui, le bois énergie et aussi des questions d'emploi et de formation. Voilà à peu près, donc bien sûr ça comprend tous les métiers qu'on a pu citer auparavant. Notre région, il faut savoir qu'on a vraiment un potentiel énorme au niveau du Grand Est, notamment de par la présence du massif vosgien. On est la 4e région forestière de France. Et puis vous avez quelques chiffres clés voilà, qui vous montrent l'importance du territoire, donc avec encore une fois des données importantes sur le fait que le bois énergie est la première énergie renouvelable au niveau régional, qu'on est la 2e région forestière en matière de récolte, ou encore la 3e région productrice de sillage. Bien sûr, vous aurez, j'ai oublié de le préciser, vous aurez accès à ces données puisque ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez y accéder ultérieurement une fois que celui-ci sera fini, pour retrouver l'ensemble des données et des discussions. Et enfin, pour votre information, donc FIBOA Grand Est a aussi des homologues dans toutes les autres régions de France, réunis au sein de l'association FIBOA France. Et donc, vous avez donc l'ensemble de ces interprofessions. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est important que vous sachiez, et comme vous êtes nombreux aussi à être présents dans d'autres régions de France, et donc je vous en remercie, n'hésitez pas à interagir avec vos interlocuteurs des interprofessions régionales pour mieux connaître notre filière et voir comment on peut répondre au mieux à vos besoins. Voilà. Alors, quelques éléments de contexte. Pardon, excusez-moi, je passe la parole tout de suite à Jérôme Martinez, qui représente la marque Bois de France. Bonjour, bonjour à tous. Merci Thibaut pour l'introduction de ce webinaire et merci pour la co-organisation de FIBOA Grand Est pour ce moment ce soir. Ici, donc, nous sommes en effet à Paris dans les locaux de la Fédération nationale du bois en présence de Paul Jarquin de REI Habitat et d'Eva Cogent, donc de la Fédération nationale du bois. Alors, très rapidement sur la marque Bois de France, pour vous expliquer un petit peu, c'est une marque d'origine du bois, donc du bois issu des forêts françaises et transformé en France, donc ça va plus loin qu'un simple Made in France, et c'est d'ailleurs bien ça l'origine de la création de cette marque-là, c'est parce qu'il n'y avait aucune marque ou certification qui prenait en compte et la transformation et l'origine de la matière et qui était adaptée à notre filière bois. C'est une idée des professionnels pour les professionnels. On aura sûrement l'occasion dans cette soirée de parler un petit peu du fonctionnement et vous verrez que l'objectif, c'est bien que ce soit un outil pour les entreprises et pour les utilisateurs de bois.
La marque Bois de France, très rapidement, c'est quelque chose qui est extrêmement jeune, hein, parce qu'elle a été présentée au salon Batimat en novembre 2019, donc vous voyez, il y a à peine plus d'un an. Le premier référentiel, c'est-à-dire le cahier des charges, hein, qui permet de voir comment est gérée la traçabilité du Bois de France, a été validé en juin 2020. Et donc, fin d'année 2020, il y a un mois, nous avions déjà un peu plus de 60 entreprises qui s'étaient engagées dans cette marque, donc pour mettre en avant le Bois de France, et déjà plusieurs centaines de milliers de mètres cubes Bois de France, parce que c'est notamment parmi ces 60, on a quelques entreprises importantes de la première transformation, et on commence à avoir des entreprises aussi de seconde transformation, voire de mise en œuvre et de construction avec REI Habitat, par exemple, qui est le premier promoteur engagé Bois de France. L'objectif, c'est que d'ici fin 2021, donc d'ici la fin de l'année, on ait 300 à 400 entreprises pour pouvoir tout de suite avoir une offre de produits Bois de France sur le marché qui soit importante et qui permette de répondre aux demandes. Voilà, c'était une présentation rapide de Bois de France pour compléter la présentation de Fibois Grand Est. Et je laisse la parole à Thibaut pour nous introduire maintenant véritablement le webinaire et qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Je pense que tout le monde attend ça. Merci Jérôme. Donc simplement quelques éléments de contexte très rapides. Vous rappelez que voilà, la France est engagée dans une stratégie nationale bas carbone qui a notamment deux ambitions, hein, c'est la neutralité carbone en 2050 et la réduction de l'empreinte carbone de la consommation des Français. Et donc, voilà, forcément, la filière forêt-bois a beaucoup d'arguments à faire valoir pour justement répondre à ces objectifs, comme on va le voir dans cette présentation. La France a d'autant plus intérêt à valoriser son bois et sa filière qu'elle est la 4e forêt d'Europe et qu'elle génère 450 000 emplois au niveau national. Pour rappel, c'est autant que la filière automobile et voilà, sur tous les secteurs d'activité qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Quelques éléments clés aussi sur la récolte. Alors, c'est un chiffre qui sera bien sûr affiné dans les discussions, mais il faut savoir que la récolte représente environ 50% de l'accroissement annuel des forêts. Et donc, bien toujours avoir en tête que la forêt française, elle grandit d'année en année, et ce, depuis quasiment 2 siècles. Hein, et ça, notamment grâce aux principes de gestion durable qui sont appliqués, sur lesquels on reviendra aussi prochainement. Un élément forcément très important, c'est la RE 2020, donc réglementation environnementale, qui va être appliquée dans les prochains mois et dont les grandes lignes ont été définies par le gouvernement fin novembre 2020 et qui donc prend très fortement en compte l'impact carbone du bâtiment et qui, en ce sens, va encourager l'usage du bois dans le bâtiment, donc au niveau structurel, ainsi que les matériaux biosourcés. Le bois est aussi valorisé sur le chauffage, même si c'est un peu moins le sujet aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que l'impact des matériaux utilisés dans le bâtiment va être de plus en plus observé et va de plus en plus, on l'espère, faire appel à ces matériaux qui ont beaucoup d'arguments à faire valoir. Et enfin, on parle à la fois de structure, mais il faut savoir que avec la diversité des bois que l'on trouve en France, on peut aussi envisager des usages tout à fait complémentaires dans le bâtiment, que ce soit dans l'aménagement, dans le revêtement, par exemple, et ce qui permet aussi d'utiliser différentes essences que l'on trouve au niveau local. Voilà un petit peu quelques éléments de contexte très rapides. Et je vous présente rapidement aussi nos intervenants. Donc j'ai le plaisir et je remercie la présence tout d'abord de Madame Eva Cogent, qui est chargée de mission à la Fédération nationale du bois. Monsieur Paul Jarquin, donc, qui est président fondateur de REI Habitat et président de l'interprofession Fibois Île-de-France. Donc les deux représentants ici sur Paris, avec Jérôme Martinez, donc, qui s'est présenté, donc, qui représente la marque Bois de France. Et enfin, donc, ici sur Épinal, donc, je salue Denis Dagneau, donc, directeur de l'agence Vosges-Ouest de l'Office national des forêts, et qui répondra aussi aux différentes questions. Alors, peut-être juste un petit rappel bref, simplement rappeler qu'il y a beaucoup de sujets à aborder et qu'en ce sens, on essaiera, pour tenir le timing, d'avoir des réponses assez synthétiques et concises. Donc, je vous remercie d'avance de vous prêter à l'exercice. Donc, on a voulu commencer cette table ronde avec une première thématique qui est finalement pourquoi construire en bois aujourd'hui. Et donc, pour cela, j'avais une première question donc, pour M. Jarquin.
Voilà, vous avez créé votre entreprise de promotion immobilière il y a une dizaine d'années, avec justement le choix de faire de la construction écologique. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer en quoi l'usage du bois apporte des vertus à vos bâtiments? Bonjour à tous. Le premier élément de réponse, effectivement, si on rentre dans le vif du sujet et très concrètement, le bois, c'est le seul matériau en fait qui vient donc des forêts et qui est 100% renouvelable. Quand on est promoteur immobilier, on prend la décision de construire des immeubles, et on va avoir le choix entre construire en acier, construire en béton ou construire en bois. Après, on va avoir d'autres possibilités comme le chanvre ou la paille, mais très concrètement, avec une ressource mobilisable et renouvelable à l'infini, la forêt et le bois est donc le seul matériau qu'on peut vraiment utiliser. Donc ça, d'ailleurs, à la genèse de la création de REI Habitat, il y avait une exposition qui s'appelait Habitat écologique et qui donc mettait en avant cet argument qui a été l'argument déterminant au démarrage de l'aventure REI. Pourquoi c'est d'autant plus écologique? Parce que le fait que le bois stocke du carbone, donc vous le savez, par la photosynthèse, quand les arbres grandissent, ils fixent du carbone. Quand on vient couper un arbre en forêt et qu'ensuite on le met en œuvre dans un immeuble de construction, eh bien là, il vient stocker du carbone. Donc ça permet de réduire jusqu'à 50% les gaz à effet de serre quand on fait l'analyse de bilan carbone d'une opération. Donc ça, on l'a vu en préambule à l'heure de PCA, de la stratégie nationale bas carbone. Eh bien, on est dans des secteurs, avec le secteur de la construction et du bâtiment, qu'il faut le plus révolutionner. Et donc ça, c'est des facteurs extrêmement concrets qui permettent d'avoir une proposition différenciante. Donc nous, c'est vraiment les raisons principales qui ont fait ce choix. C'était aussi que nous, on construit beaucoup dans des zones denses, à Paris, dans les grandes métropoles. Le fait d'avoir des faibles nuisances, aussi bien sonores, avec beaucoup moins de camions qui vont circuler par rapport à des opérations traditionnelles. Moins de nuisances olfactives, c'est pas neutre, mais de la poussière, quand on arrive avec de la préfabrication en bois, et c'est des choses que les voisins et l'ensemble des habitants valorisent de façon très importante. Et en plus des chantiers qui vont être beaucoup plus courts. Donc tout ça, c'est des facteurs pendant la phase de construction qui sont importants. Et le dernier point, c'est aussi sur les questions de santé. Alors tout est lié, quand on parle d'olfactif, effectivement, quand on n'a pas de poussière de béton, c'est des choses qui vont améliorer la qualité de l'air dans les constructions. Alors là, on n'est pas en France, mais quand on voit des villes comme Shanghai ou en Chine qui sont complètement, on ne voit même plus le ciel à cause justement des constructions, on sait que quand on construit en bois, c'est des nuisances qui sont beaucoup moins importantes. Et en plus, il y a des études qui prouvent, et aujourd'hui on en a aussi en France, qui montrent que quand on est dans un logement en bois, pour les futurs habitants ou les gens qui vont travailler dedans, il y a des avantages en termes de santé. On se repose mieux, il y a une meilleure qualité de l'air. Donc aujourd'hui, on s'est démontré de façon scientifique cette notion de bien-être qui est parfois un petit peu, je dirais, intuitive, elle est démontrée de façon scientifique. Donc effectivement, quand on voit l'argument écologique, l'argument en termes de réduction de nuisances et en plus l'argument en termes de santé publique, bien tout ça, c'est des facteurs qui nous ont pris il y a 10 ans le choix de construire des immeubles en bois. Et aujourd'hui, on est plus que jamais sûr de notre engagement et que c'est la bonne solution. Et la réglementation est en train de vous donner raison, du coup, en plus, avec l'arrivée de la RE 2020 et la mise en avant des produits biosourcés, je pense que vous avez fait le bon choix. Malgré tout, on reste quand même dans le pays du béton. Donc aujourd'hui, si on se dit les vraies choses, c'est qu'on est que cette RE 2020, c'est à un moment donné extrêmement important. Parce que si on rentre un peu, alors moi je ne suis pas technicien, mais quand on voit les questions d'ACV, la prise en compte du stockage carbone ou pas, donc aujourd'hui on est, nous, une filière qui reste quand même, malgré le nombre d'emplois, mais comparé à d'autres filières plus, on va dire, industrialisées ou plus historiques, il faut vraiment que les ministères et l'ensemble des acteurs, le fait que le bon sens écologique qu'il y a en fait à construire en bois soit bien confirmé dans cette réglementation qui va avoir une implication sur les règles à construire sur les 10 années à venir. Donc c'est vrai que la RE 2020, c'est vraiment un moment extrêmement important et tout le monde doit être mobilisé pour qu'on s'assure que les questions de stockage carbone
et que les choix qui ont été pris jusqu'à maintenant soient bien confirmés dans les semaines à venir. Voilà. C'est bien résumé et je n'ai pas grand-chose à rajouter. Désolé si j'ai trop parlé. Non, c'est très bien. Mais justement, peut-être sur les données environnementales, si je peux un petit peu rajouter sur comment est-ce qu'on peut estimer l'impact carbone d'un projet, d'un bâtiment. Donc ça s'applique pour la RE 2020 et donc pour les bâtiments, les bâtiments neufs, les extensions. Mais de façon plus générale, l'analyse du cycle de vie du bâtiment, elle peut être faite pour n'importe quel bâtiment. Et pour ça, donc, Jérôme, je te propose de présenter la diapo après. Voilà. Donc sur cette diapo-là, justement, comment est-ce que un bilan carbone du bâtiment est conçu et calculé? C'est avec la méthode d'analyse du cycle de vie, qui est une méthode qui est normée, qui répond à des normes ISO et qui analyse étape par étape chaque bâtiment. Donc appliqué au bâtiment, on a d'abord la phase de production, ensuite la phase de construction et ensuite d'utilisation et de fin de vie du coup du bâtiment. Et pour analyser donc un bâtiment, il faut d'abord analyser chaque produit, chaque composant du bâtiment. Et c'est là que les FDES sont importantes parce que ce sont les FDES qui donnent cette information composant par composant. Donc à la FNB, avec donc, tous les scieurs et industriels de la transformation du bois de France en France, les FDES collectives sont en cours de réalisation. Certaines sont déjà donc livrées pour qu'à la RE 2020, les produits en bois de France soient couverts par une FDES collective et qui regroupe du coup les informations, les données des scieurs français. Donc pour ça, comment on procède? Là, je vous présente un petit peu la méthode. C'est d'abord un cadrage, on se met tous d'accord sur le modèle collectif, savoir quelles essences sont couvertes, sont transformées, quel traitement, quel produit tout simplement. Et ensuite, les données sont bien collectées auprès des entreprises. Ils répondent du coup à un sondage. Et ces données collectées sont ensuite analysées, puis vérifiées par le programme, dans le cadre du programme INES, qui est le programme en fait reconnu par l'État pour valider toutes les FDES. Donc ce programme, c'est la base en fait. Après, toutes les FDES qui sont vérifiées par le programme sont consultables pour tous sur le site ines.fr dans la base de données. Donc là, sur cette base-là, vous aurez toutes les FDES de tous les produits de la construction, bois et non-bois. Voilà, c'est la base générale. Et vous trouverez donc ces FDES-là de Bois de France sur cette base INES. Bien, merci. C'est vrai que soulignons que la FNB travaille beaucoup au développement d'outils pour mesurer justement cet ACV et au développement de fiches pour connaître l'impact carbone des produits. Donc, n'hésitez pas non plus à vous rapprocher de cet organisme. J'avais une question pour M. Dagneau. Donc, vous êtes bien sûr gestionnaire de forêt, mais aussi vous êtes maître d'ouvrage dans le bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Alors, un projet assez emblématique. Est-ce que vous pouvez nous en parler par rapport à l'usage du bois local, certification PEFC? Et puis, on parlait tout à l'heure de l'aspect santé. Comment ressentent un petit peu les usagers? Comment se sentent-ils à l'intérieur? Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, avant de répondre précisément à la question, on est effectivement sur un bâtiment de 3000 mètres carrés sur 3 étages, construit en bois local et le premier bâtiment de France construit et labellisé PEFC, donc on le verra tout à l'heure. Et quand on s'est mis à travailler sur ce chantier-là, avec la Chambre d'agriculture, on avait, on va dire, 4 règles absolument nécessaires. La première, c'était de construire avec des matériaux bioressourcés. C'était pour nous, je dirais, dans les gènes de l'ONF ou de la Chambre, c'était impossible de travailler autrement. Le deuxième, c'était d'avoir
un réseau de chaleur bois, ce qu'on a effectivement sur le site à travers la plaquette forestière. Le troisième, c'était de pouvoir accéder sur ce bâtiment-là avec du transport en commun. On a à l'abri le transport en commun qui est juste à côté. Et un quatrième point très important, c'était d'avoir un prix de construction compétitif. Et là, aujourd'hui, on a réussi ce pari-là, puisqu'on est sur ce bâtiment en coût de construction à 1 400 € le mètre carré. Donc, la conclusion, ça fait 3 mois qu'on y habite, même si tout n'est pas terminé, parce qu'on a pris du retard, notamment du fait de la Covid. Aujourd'hui, il suffit de regarder sur les images, le bois est omniprésent dans le bâtiment, puisque 75% du bâtiment est construit en bois, le reste, du béton, alu, etc. Et on sent tout de suite le bien-être, et on a senti clairement, malgré la situation compliquée, une envie des personnels de venir dans le bâtiment. Donc ça, c'est très important. Effectivement, au niveau architectural, il y a aussi des espaces qui ont été dédiés pour ça, on le voit sur les photos, des espaces de rencontre, à chaque photocopieur, une possibilité de se rencontrer, d'avoir un café, d'échanger, des murs végétalisés. Voilà, l'idée, c'était bien autour du bien-être, et ça fonctionne très bien, puisque ça sert à la cantine sur l'image du bas, sur des mobiliers d'ailleurs qui ont été créés par des écoles du secteur, aussi bien l'ENSTIB, le CFA d'Arches que l'AFPIA à Liffol-le-Grand. On a vraiment voulu intégrer tous les matériaux provenant des forêts congérées, puisque l'ensemble des bois proviennent des forêts domaniales, avec une particularité, c'est 60% de résineux dans la construction de ce bâtiment et 40% de feuillus, puisque la structure est en hêtre. Donc, on ressent le bien-être dans le bâtiment, clairement. Et du coup, on s'est interrogé par rapport à ça, puisque nous, ce n'est pas notre cœur de métier, la santé. On a trouvé des études à travers, notamment dans ce bâtiment-là, on a été accompagné en permanence avec des étudiants instibiens, d'ailleurs, qui sont derrière nous, qui nous ont suivis aussi sur l'ensemble du chantier. Et on a découvert cette étude de cadre vie qui nous ont appris effectivement que c'était vraiment ressenti. Avec notamment cette odeur quand on rentre dans le bâtiment, avec des parquets non traités, puisque ici, on a, enfin, sur tout ce qui est menuiserie, etc., tout est à base de produits naturels, huile de vin, etc. Donc, clairement, on ne reviendrait jamais dans nos anciens locaux, et on est très fiers de pouvoir montrer ce bâtiment et le faire visiter, puisqu'on a quasiment une visite par semaine d'élus, etc., qui veulent absolument rentrer dans cette démarche très durable. Très bien, merci. Avec, on le sait, d'autres bâtiments qui devraient suivre la même démarche à venir. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. J'invite nos participants, n'hésitez pas à réagir aussi sur le chat, hein, bien sûr. L'idée, c'est qu'on puisse, voilà, après chaque partie, qu'on puisse synthétiser les questions et qu'on puisse s'accorder 10 minutes de questions de temps de réponse. Je passe la parole à mon collègue Paul Sardin, qui suit du coup les questions, voir s'il y a justement des premiers échanges sur cette première partie. Tout à fait, Thibaut, tu en parles. Donc, on a une première question de M. Thiebaud qui nous demande des précisions sur la RE 2020 avec est-ce qu'on a identifié des éléments de blocage ou défavorables, que ce soit en termes de méthode de calcul, de coefficients ou de critères. Alors, oui, je pense, Eva, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse là-dessus. Oui, alors des points de blocage en méthode de calcul. Je ne sais pas comment. Attends, méthode de calcul, c'était quoi les autres? C'était en termes de méthode de calcul, de coefficients ou de critères. Donc en fait, les critères, donc la RE 2020, il faut bien comprendre que c'est pour les bâtiments de la construction, les bâtiments neufs et les extensions. Donc, et ça ne couvre pas donc, tout le marché de la construction. Dans les méthodes de calcul et les indicateurs qui sont étudiés dans la RE 20 et qui concernent les matériaux, c'est l'indicateur de réchauffement climatique des composants. Donc cet IC composant qui est appelé, c'est ce niveau-là, cet indicateur-là, qui va avoir un seuil d'exigence progressif entre 2021 et 2030. Donc ça, c'est encore en cours de discussion. Tant que les textes ne sont pas sortis, rien n'est validé. Donc là, c'est le gouvernement qui est en phase en fait, d'arbitrage sur cette RE 20. Et mais voilà, ce qu'on sait, c'est que cet IC composant aura des seuils
des exigences à atteindre pour tous les bâtiments, les constructions neuves. Ensuite, d'autres indicateurs sont donc demandés d'être calculés à titre informatif dans le cadre de la RE2020. C'est par exemple l'indicateur de stock C qui compte en fait le carbone biogénique qui est utilisé dans les bâtiments. Donc, en fait, quand on dit carbone biogénique, c'est le carbone qui est capté, en fait, qui se retrouve dans les matériaux, typiquement les matériaux biosourcés et le bois, en fait, qui est capté, c'est le CO2 atmosphérique qui est capté dans les matériaux bois par procédé naturel. Enfin, c'est la photosynthèse, c'est une qualité intrinsèque du matériau et des matériaux biosourcés. Et donc ce stock C est calculé à titre indicatif. Là-dessus, et ensuite au niveau des critères influents sur la RE 2020, donc il y a bien les composants, comme je disais, le matériau, mais aussi l'éco-conception du bâtiment influe également énormément, c'est-à-dire qu'un bâtiment qui est bien conçu avec peu d'espace perdu, donc peu d'espace perdu, des formes simples et sobres, sera mieux valorisé au niveau de son impact carbone. Donc voilà, ça c'est vraiment je dirais le gros critère, le gros facteur impactant. Ce qui fait qu'une maison bois ou une maison traditionnelle, voilà, elles ont toutes les deux elles doivent être toutes les deux vigilantes sur ce point-là. Donc c'est pour ça que le niveau la composition même du bâtiment, elle est importante mais secondaire sur ce point-là. C'est d'abord regarder des bâtiments sobres et bien conçus. Il faut avoir. Merci. D'autres questions? Alors oui, il y a d'autres questions, notamment peut-être pour Jérôme, concernant les calculs concernant la phase de transport des bois dans les indicateurs de carbone, notamment pour la marque Bois de France. Comment peut-on établir une analyse entre une ressource, transformation et usage? Alors finalement, c'est Eva, encore une fois, qui va plus pouvoir vous répondre que moi, mais en fait, les FDES, en introduction de la réponse débat, c'est que les FDES qui sont aujourd'hui réalisés par la Fédération nationale du bois et par le bureau d'études qui a été sélectionné pour ça, sont des FDES de bois français transformés en France. C'est-à-dire finalement des bois qui correspondent au référentiel Bois de France. La marque Bois de France va permettre de garantir, quand une entreprise va vouloir utiliser la fiche FDES, de garantir qu'elle est bien dans le cadre d'un bois français transformé en France. Après, sur les problématiques de prise en compte du transport, il me semble que dans les fiches FDES, justement, les différentes étapes, que ce soit depuis la forêt jusqu'à l'entreprise de transformation et de l'entreprise de transformation jusqu'à la mise en œuvre et enfin jusqu'au chantier, c'est bien pris en compte. Voilà, chantier et puis même... Bon, après, les étapes de transport, on peut les trouver en fin de vie aussi. Si tu veux, il y a le diapo qui était présenté avant. Juste après celle-là. Là, en fait, voilà. Ici, donc, en bas, vous voyez comment les FDES des bois de France sont réalisés, à quoi elles ressemblent. Et donc, c'est trop petit pour vous, pour vous montrer les résultats, mais le cycle de vie et en fait la partie, on voit là brièvement, c'est le graphe vert, orange, marron, jaune et vert. Et si tu vas sur la diapo d'après, on retrouve bien donc les couleurs à gauche dans la méthode. Donc d'abord on analyse le produit, l'approvisionnement, le transport et la production. Ensuite, la construction. Donc, dans la construction, il y a aussi le transport, l'installation, et puis la partie évidemment le chantier et l'utilisation. Donc là, on n'a pas de transport, mais ça va être tout ce qui est maintenance et entretien, donc qui sont pris en compte. Et ensuite, en fin de vie, la déconstruction. Et puis, la démolition, donc la réutilisation et le réemploi aussi peuvent être pris en compte.
Et donc, il y a une petite phase aussi de transport. Donc, voilà quelles données sont analysées pour chaque FDES. Donc, le transport, du coup, est bien pris en compte à chaque étape. Voilà, à plusieurs niveaux. Voilà. Merci. Peut-être une dernière question sur un autre sujet. Alors, on a une question concernant le prix, notamment de bois de structure en hêtre, avec la question qui est comment se fait-ce que qu'un bois de structure en hêtre est plus compétitif en termes de prix par rapport à un résineux qui est habituellement plus utilisé dans ce domaine. Donc, par rapport à cette question, évidemment, si on pose la question brute comme ça, on peut répondre que le hêtre n'est pas compétitif. On est à Épinal sur un territoire qui s'appelle Terre de Hêtre, où effectivement l'idée avec l'ensemble de l'Interpro du PETR d'Épinal, c'était de mettre en valeur les bois feuillus dans la construction. Et à Épinal, c'est le 17e bâtiment qui est construit avec l'utilisation du hêtre. Alors, pas forcément en structure, mais il y en a eu déjà quelques-uns en structure. Ici, l'idée de ce bâtiment, c'était de mettre en avant toutes les essences, en lien avec l'architecte évidemment, et notamment les essences feuillues. Et on est parti avec l'architecte du vieil adage, chêne debout, sapin couché. Sauf qu'on n'a pas mis du chêne debout parce qu'on a considéré qu'on pouvait le mettre bien ailleurs. Et on a, avec le labelliste qui a été choisi, qui a répondu à l'appel d'offres, travaillé effectivement avec du hêtre, issu des forêts, et je précise du hêtre de qualité CD, c'est-à-dire au niveau des qualités standards qu'on livre à nos clients habituellement dans les contrats d'approvisionnement. Donc, non seulement le bâtiment a une structure, donc comme je l'ai dit, le vieil adage, tout ce qui est debout est en hêtre, en ossature, tout ce qui est couché est en sapin, en épicéa ou en épicéa scolité, puisque 80% des bois de ce bâtiment sont invisibles. La charpente, etc., est invisible. Donc, je dirais que dans le prix global, et là on le voit très bien à l'image en bas à droite, donc les poteaux de hêtre faisaient toute la traversée du bâtiment sur 2 étages, et vous aviez tout ce qui était horizontal, qui est construit, je le redis, dans la même poutre du sapin, de l'épicéa et de l'épicéa scolité. C'était le challenge d'utiliser les essences disponibles et de travailler avec les essences-là dans un marché un peu particulier, puisqu'on est sur un marché européen, mais en parallèle de ce marché, on a fait un deuxième marché où on proposait effectivement de scier les essences, c'est-à-dire mise à disposition de grumes avec des territoires précis, et on a eu des réponses de scieurs communes avec des lamellistes qui nous ont permis de livrer sur le chantier des bois prêts à l'emploi, taillés, etc., pour le charpentier. Et on a fait les calculs. Clairement, aujourd'hui, dans un programme intégré sur ce bâtiment-là, sur un bâtiment pas loin de 5 millions d'euros, le prix de la valeur bois grume, c'est moins de 100 000 euros. Donc, clairement, la matière première, c'était vraiment pas, je dirais, un souci. Mais simplement, nous, l'idée, c'était de favoriser, de montrer que c'était tout à fait possible de le faire. Et je suis très heureux parce que certains ont rêvé, comme Terre de Hêtre, et j'ai découvert avec bonheur, parce que moi je suis ça de près, que certaines entreprises comme Manu Bois s'étaient mis à faire effectivement du lamellé de hêtre, et je suis très heureux. Après, pour rien vous cacher, la grosse difficulté, on le voit sur la photo, c'est que c'est une essence très sensible à la construction, et derrière, il a fallu bien protéger, on le voit, la partie supérieure a été protégée systématiquement, c'est je dirais le seul bémol au moment de la construction de ce hêtre. Évidemment, le reste, il n'y a eu aucun problème. Et aujourd'hui, par contre, on a utilisé les bois, je redis, de qualité CD, en n'expurgeant surtout pas les singularités du bois, ni les nœuds, ni la coloration, ni rien. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité économiser le bois pour qu'il y ait un rendement maximum. Merci. Eva, peut-être un petit complément, rapidement, s'il te plaît. Oui, rapidement, mais justement, comme ça a très bien été souligné, c'est que le hêtre a des propriétés mécaniques assez incomparables comparé au lamellé résineux standard, et il résiste très très bien en compression. Donc pour tout ce qui est utilisation en poteau, le bois lamellé collé en hêtre, donc, qui est fabriqué par Manu Bois du groupe Lefebvre en Normandie, il obtient, des études ont montré qu'ils arrivaient à obtenir jusqu'à 50%
de gains volumiques, tellement le matériau résiste très bien. Et sur des grosses sections comme ça permet en fait, sur des gros efforts, plutôt, ça permet de réduire les sections des poteaux. Donc, c'est un matériau très intéressant pour ses capacités mécaniques. Et je confirme, le prescripteur de Manu Bois fait partie des spectateurs et vient de nous confirmer ce que tu viens de dire dans les questions-réponses, avec cette idée qu'on peut du coup réduire les sections, gagner du coup de la surface au sol potentiellement, et du coup gagner aussi en coût, hein, on a des sections avec donc un peu moins de matière à mettre en œuvre. Thibaut, je te laisse, on peut peut-être passer à la deuxième thématique de notre soirée. Merci pour ces échanges. Alors, malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions en direct, mais bien sûr, on prend note de tous les échanges et on tâchera de vous faire une réponse écrite en vous envoyant aussi l'enregistrement de la vidéo, voilà, pour créer un minimum de frustration. On voulait aborder la seconde partie, la question de la ressource et des produits disponibles en France. Alors, peut-être une question pour vous, Denis, justement sur on l'a vu, on espère et on a tout intérêt à ce que le bois se développe dans la construction, mais se pose légitimement la question de la ressource, avec aussi voilà, des questions qui se posent de la part notamment de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, qui est conscient aussi d'une situation en forêt, voilà, où on se pose des questions sur la sécheresse, sur le climat, etc. Alors, quels éléments peut-on objectivement leur apporter aujourd'hui? Alors, juste, il y a une diapo avec la tête d'un enfant très étonné. Quand on m'a posé cette question, moi, elle me surprend. Parce que, est-ce qu'on se pose la question, quand on construit un bâtiment, est-ce qu'on a assez de béton et de sable? Comme ça a été dit par le collègue à Paris, c'est le seul matériau réellement renouvelable. Le soleil fait son travail, et on le voit, et le bois est vraiment un matériau qui pousse, avec une énergie complètement naturelle. Et je rappelle, ce qui a été dit, c'est qu'un mètre cube de bois dans ce bâtiment-là, il y a 1500 mètres cubes dans ce bâtiment, c'est 1500 tonnes de carbone stockées. Et derrière, évidemment, si on utilise de l'acier ou le béton, on sait très bien ce que ça donne. Donc moi, la première des questions à chaque fois, je suis toujours surpris de cette question et je prends du recul. On a déménagé, on a trouvé beaucoup d'archives. Et on a trouvé une archive assez intéressante, c'est quand la papeterie NSG de Golbet s'est installée il y a une trentaine d'années, j'ai gardé l'article du journal, arrivée de Golbet, fin de la forêt vosgienne. Ben, alors, je vous parle, dans un an, ils ne nous prennent plus 1 billion de bois vert. Donc, je dirais que moi, savoir répondre, est-ce qu'on va avoir assez ou pas, la certitude, c'est qu'on a 50% en France des bois qui ne sont pas récoltés, puisque la forêt, elle pousse tous les jours. Dans les forêts publiques, le chiffre est bien moindre, et notamment dans les Vosges, on a une production annuelle de 1 100 000 m3, et on utilise on vend à peu près 1 million de mètres cubes de bois. Donc, je dirais que cette question-là, pour moi, elle n'a pas à se poser. Par contre, ce qu'il faut être vigilant, c'est bien qu'on a une production qui bénéficie de certifications, comme PEFC, FFC, qui garantit la durabilité de la ressource. C'est-à-dire qu'en forêt, on ne cueille, on ne prélève pas plus que la forêt pousse. Et ça, c'est pour moi un vrai choix du consommateur, à condition de lui expliquer. Et c'était aussi pour ça que dans ce bâtiment-là, on a voulu mettre en avant ça, parce qu'on ne prélève jamais plus en forêt que ce que la forêt produit. C'est une loi française, le code forestier. Donc, au niveau des forêts publiques, c'est les aménagements forestiers qui disent que ça. C'est ça que le consommateur doit faire attention. Et c'est pas, est-ce que j'aurai assez derrière de bois pour aller construire? Et je rajouterai derrière l'autre diapo où on était tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans les forêts publiques, et c'est valable sans doute évidemment aussi dans les forêts privées, il y a 138 espèces d'arbres, sans compter l'outre-mer, voilà. Il y a 67% de feuillus, 33% de résineux. Utilisons ce matériau au bon endroit dans la construction. Donc, et on pense qu'effectivement, les industries sont en train de s'adapter sur l'utilisation. Preuve en est, Manu Bois utilise du hêtre en ossature. Et derrière, il faut inciter et dire aux consommateurs, vous voulez un bout de bois? Ici, dans ce bâtiment, on utilisait tout du bois avec ses nœuds et ses singularités. Ça ne choque personne. Il ne faut pas que le bois ressemble à un bout de plastique. Le bois, il faut qu'il vive avec toutes ses singularités. Et dans ce bâtiment, je le redis, on a utilisé des bois scolytés, des sapins avec des nœuds, etc. Et ça ne pose pas de problème. Et au final, ça ne choque personne.
Ça choque souvent, en fait, le prescripteur, mais au final, ça choquait l'architecte, ça choquait le lamelliste, mais nous, ça ne nous choquait pas. Donc, à l'instar des fruits moches, utilisons les bois dans tous ces états et avec les qualités et les singularités dont ils disposent. C'est clair que ça ne remet pas en cause la qualité mécanique des bois, d'avoir des singularités, et c'est aussi pour ça qu'on aime ce matériau. Une question justement par rapport aux entreprises de transformation, donc pour vous Eva, pardon, parfois je tutoie, je vous vois, c'est compliqué parce qu'on se connaît quand même pas mal. Donc, savoir un petit peu quels sont les produits de la construction aujourd'hui qu'on trouve en France, savoir si vous aviez justement des chiffres clés un petit peu de la production française, on parle de produits là, de transformation, par rapport justement au volume qui serait nécessaire en termes de marché. Alors, juste un peu pour d'abord pour présenter l'offre en bois de France des produits. Donc on a différents supports et je vous invite du coup à prendre en note déjà et puis après vous aurez les liens. Donc le catalogue qui présente du coup tous les produits de la construction selon les 6 familles, donc structure, enfin 5 familles, structure, aménagement intérieur, enveloppe, aménagement extérieur et agencement menuiserie. Donc dans ce catalogue, vous aurez toute la structuration de l'offre avec les dimensions un peu standardisées de chaque produit, leur utilisation, les essences qui sont employées et puis d'autres informations aussi complémentaires sur l'offre, les essences, les usages que l'on fait selon les essences. Ensuite, pour accompagner un peu les outils, on a des fiches pratiques qui permettent d'aller plus en détail sur par exemple le bardage, voilà, comment choisir un bardage. L'annuaire aussi des entreprises est sur le site, en fait, donc sur le boisdefrance.org, quand vous allez sur trouver des produits pour construire, rénover ou aménager. Donc là, vous tombez sur la page en haut à droite et selon chaque produit, vous accédez à un annuaire en ligne qui vous permet de retrouver les entreprises directement selon votre région, selon le produit que vous recherchez. Et à côté de ça, pour présenter un petit peu les avantages et les atouts en fait, du Bois de France, la page choisirleboisdefrance.fr, c'est une page de données qui présente les 5 bonnes raisons de choisir les Bois de France avec des données donc, chiffrées et puis qui rappellent un petit peu les nombreux avantages du bois. Donc, ces outils-là sont importants pour présenter et bien comprendre de quelle offre est-ce qu'il s'agit, de quoi est-ce qu'on produit. Et ensuite, diapo suivante, au niveau des produits justement, et ce qui a été rappelé juste avant, c'était bien en ressources forestières, on a 67% de feuillus et donc 33 ou bien 21% seulement de conifères uniquement, et 12% de peuplement mixte. Et ce qui est transformé et récolté et puis scié, on a donc une grosse partie de bois d'œuvre en résineux. Donc là, on voit sur les chiffres 2018-2019 à 73-72%. Et ensuite, en production de sciage, les produits qui sont sortis, on est à 80% de résineux. Ce qui fait qu'au final, on a 1 million de mètres cubes de produits disponibles en bois français. Et sur les 5 dernières années, on a bien vu une progression de plus 10% par an. À droite, vous avez tous les produits, donc selon les catégories, bois raboté, bois brut et bois collé. Et selon, voilà, donc c'est une estimation qui a été faite auprès des adhérents de la FNB. Et on voit bien que la capacité, elle est à 1 million aujourd'hui, elle est estimée à 1,5 million de produits d'ici 2023. Donc cette étude a été faite en 2019, donc c'était à peu près 5 ans plus tard. Et ces chiffres sont vérifiés aujourd'hui. On voit une réelle progression dans la capacité de production des entreprises
qui savent investir pour développer et pour produire encore plus de produits en France. Alors, au niveau de Bois de France, je confirme ça parce qu'on nous parle souvent justement de cette problématique dans la promotion de l'utilisation de bois français, est-ce que la France permettra d'assumer, arrivera à assumer avec sa forêt et sa production l'arrivée notamment de la RE 2020 et les volumes de bois que ça peut créer, en tout cas la demande de bois que ça peut créer. Et il faut bien comprendre, en fait, quand on parle de bois et de ces volumes-là, c'est que d'un côté, la RE 2020, alors déjà, elle s'applique uniquement aux bâtiments neufs. Hein. Donc aujourd'hui, les bâtiments neufs, ce n'est pas forcément là où on trouve le plus de bois français. Hein. Donc même si on doublait, voire triplait les bâtiments neufs en bois et en bois de France, ça ne serait jamais que quelques centaines de milliers de mètres cubes. Alors, ça peut paraître énorme, hein, mais quelques centaines de milliers de mètres cubes de bois supplémentaires, alors qu'aujourd'hui, la disponibilité supplémentaire de récolte du bois d'œuvre résineux en France et aussi feuillu, hein, si on veut utiliser du feuillu, comme on l'a dit juste avant, on parle de millions de mètres cubes disponibles, et le stock en forêt aujourd'hui, même... il faut évidemment le préserver, ce stock, il ne faut pas récolter plus que ce que ça produit, mais on parle de milliards de mètres cubes. Donc, vous voyez, les échelles de grandeur sont quand même extrêmement différentes. La forêt produit chaque année, toute seule, comme on disait tout à l'heure, avec la photosynthèse, etc., produit 80 à 90 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, on en récolte 50 à 60%. Il y a des possibilités d'augmentation de cette récolte. Et encore une fois, quand on parle de la RE 2020 et de la consommation supplémentaire de bois qu'elle va créer, ça ne sera que quelques centaines de milliers de mètres cubes supplémentaires par rapport à la disponibilité de plusieurs millions. Et je rajouterais même, si tu vas dans ma diapo 19, c'est pour avoir justement une idée de ce que ça représente, le temps que la forêt met justement à stocker le CO2. Quand on utilise sur un projet, je ne sais pas, 30 mètres cubes. Donc, cet outil-là, la calculatrice que vous retrouvez sur boisdefrance.org, qui calcule le stockage carbone d'un produit, elle permet de calculer simplement en rentrant deux données, le volume que vous avez sur votre projet. C'est une estimation, voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc, par exemple, vous avez 10 mètres cubes de bois en pin. Et le calcul, où là, par exemple, je vais reprendre l'exemple, 50 mètres carrés sur le projet avec 5 mètres cubes de pin ou de chêne. Et là, on voit que la forêt met 2 secondes à capter la quantité de CO2. Donc voilà, cet outil, il est accessible pour tous et c'est très simple, c'est vraiment un outil d'appréhension un peu des données et ce que ça représente. Voilà, on compare ça aussi à la consommation d'un ménage en France, sur les données de consommation électrique française. C'est comparé aussi au déplacement en voiture, la consommation des carburants. Et puis, au-delà de ça, vous avez aussi une comparaison pour un produit, un matériau comparé dans la construction. Le matériau de la construction, c'est l'acier, le béton, la brique, je crois. Et voilà, vous voyez un petit peu ce que ça représente en émissions de carbone, chaque matériau. Un outil intéressant pour la prescription, cette calculette. Voilà. Merci bien. C'est vrai que, notons même dans le Grand Est, il y a une structuration de la filière qui fait qu'on trouve des produits aujourd'hui qui n'existaient peut-être pas il y a 5 ou 10 ans. Je pense à du panneau de bois massif, par exemple, ou bien sûr du bois lamicolé, donc qui existe depuis plus longtemps. Mais enfin voilà, il y a un vrai potentiel là encore en termes de transformation dans notre région. Monsieur Jarquin, vous avez une question peut-être par rapport à... On parle aussi de plus en plus de réemploi des matériaux. Et comme vous avez fait l'expérience aussi du réemploi de matériaux dans certains de vos projets, est-ce que vous pourriez nous en faire part, s'il vous plaît? C'est vrai que nous, donc, ça fait 10 ans qu'on construit en bois et depuis 5 ans maintenant, on a créé une filiale qui s'appelle Remake. Et on s'est rendu compte qu'on avait bien sûr des chutes pendant les phases de construction, notamment des chutes de bois, mais pas que. Et qu'aujourd'hui, pour améliorer le bilan carbone des opérations et aussi avoir une meilleure gestion de nos ressources et de nos déchets,
il fallait essayer de donner une seconde vie à ces matériaux réemployés. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on récupère l'ensemble de ces déchets et on les valorise pour en faire des parties communes, du mobilier de jardin, du mobilier extérieur. Là, vous voyez un exemple. Donc, on a ce qu'on appelle des artisans. Hein, là, c'est Thibaut, que vous voyez à gauche. Donc, et on organise aussi des ateliers participatifs avec les futurs habitants. Donc, en fait, il y a une dimension un peu culturelle, création de récits pour chaque opération. C'est-à-dire que les gens vont se rencontrer, c'est souvent pendant la phase de construction de l'immeuble, et ils vont décider ensemble, voilà, on aimerait, là c'est un immeuble qu'on a fait à Rosny-sous-Bois, sur la droite, la photo que vous voyez, donc c'était des luminaires qui ont été créés à partir des chutes de chantier. Donc ça a été un chantier participatif avec les futurs habitants. En bas à gauche, on voit là, c'est plutôt dans les parties communes, ou les boîtes aux lettres et le hall d'entrée. Et donc, il y a à la fois une programmation avec les habitants et des réalisations concrètes. Et ça, c'est ce qu'on fait sur 100% de nos opérations. Donc, ça permet de venir limiter de façon très significative les bennes qui vont partir et la valorisation des déchets. Et en plus, il y a vraiment cette dimension appropriation des parties communes, des futurs bâtiments. Et un peu comme on l'a vu sur le bâtiment de l'ONF à Épinal, c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir beaucoup de bois apparent et pas simplement au niveau de la structure. Et là, on n'est pas simplement dans une logique résineux ou feuillu, on est vraiment dans une dynamique matériaux réemployés. Ça peut aussi être parfois des boîtes palettes, ce genre de choses-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien à tous les niveaux et qui vient un peu boucler la boucle de ce matériau qui est la forêt et le bois et la dimension économique circulaire et de son potentiel. Bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres éléments à rajouter, je vous propose d'arrêter sur cette deuxième partie. Peut-être des questions, Paul, s'il te plaît? Oui, notamment Monsieur Moroni qui nous dit qu'actuellement la construction bois représente 10%. L'ARE 2020 prévoit que la maison biosourcée sera la norme. Cela implique donc de multiplier par 10 la récolte de bois en France. Est-ce que vous souhaitez réagir? Alors, je peux répondre déjà un petit peu à ça. C'est que, je comprends, on comprend cette crainte, mais c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, l'ARE 2020, elle implique que la construction neuve, déjà. Donc, en fait, la construction neuve aujourd'hui, c'est finalement loin d'être la majorité de la consommation du bois en France, du bois même dans la construction en France. Aujourd'hui, la filière bois française, elle est très bien placée sur tout ce qui va être rénovation, même ou agrandissement, des choses comme ça, sur lequel il y a déjà aussi une bonne partie du bois que l'on sort, et notamment ce fameux bois d'œuvre résineux que l'on sort des forêts, qui est utilisé pour ces parties-là. Il va y avoir aussi tout le bois pour l'emballage, pour le transport, etc. Donc, tout n'est pas utilisé que dans la construction neuve. Donc, même si on multiplie par 5 ou par 10, donc ça voudrait dire 100% de construction neuve en bois, ce qui, dans le pays du béton, comme on disait, ne sera pas encore sûrement la norme, même avec l'arrivée de l'ARE 2020. Même si on multiplie par 5 ou par 6, aujourd'hui, la construction neuve en bois, ça ne va pas multiplier par 5 ou par 6 les besoins en bois d'œuvre en France. Il faut bien comprendre ça, c'est très différent. Et aujourd'hui, ça ne sera que, comme je le disais tout à l'heure, que quelques centaines, alors ça peut paraître beaucoup encore une fois, mais quelques centaines de milliers de mètres cubes supplémentaires face à une ressource qui, chaque année, a une production disponible supplémentaire de plusieurs millions de mètres cubes. Voilà, donc on n'est pas dans les mêmes ordres d'idées de grandeur. Peut-être, parce que sur le slide 25, on a fait un cas pratique pour être très concret, parce que nous, en Île-de-France, on a réalisé avec l'interprofession un pacte qu'on a appelé le pacte bois biosourcé. Donc, on a fait s'engager l'ensemble des acteurs franciliens. Donc, il y avait plus de 28 acteurs maîtres d'ouvrage publics et privés, dont la Solidéo, par exemple, qui réalise les Jeux Olympiques, Grand Paris Aménagement, qui est le plus grand aménageur de France. Et quand on a fait la somme des engagements, du nombre de mètres carrés qui allait être construit d'ici 2025, donc sur les 4 prochaines années, on arrivait à 1 200 000 mètres carrés, ce qui est extrêmement significatif sur l'ensemble de l'Île-de-France. C'est vraiment une explosion du marché. Donc là, tout à coup, le schéma que vous voyez ici, c'est les chiffres qu'on a énoncés tout à l'heure, on les a repris un petit peu.
pour essayer de faire une démonstration, certes un peu simpliste, mais qui venait concrétiser ces mètres carrés neufs construits, comment ils se transforment ensuite en mètres cubes de bois d'œuvre et derrière en arbre en forêt. On s'est rendu compte que 1 200 000 mètres carrés, ça faisait 300 000 mètres cubes de bois d'œuvre. Donc ça, on a utilisé les référentiels de l'UFCBA pour passer des mètres carrés au mètre cube. Ça représentait 960 000 mètres cubes de grumes en forêt. Et que quand on faisait le calcul de ce pacte, où tout le monde nous a dit, nous, quand on était, désolé, je prends l'exemple parisien d'Île-de-France, mais moi, quand j'étais dans des webinars ou dans des réunions, on me dit, vous allez déforester la forêt française, vous ne pouvez pas construire en bois comme ça, la mobilisation de la ressource, et ça part un petit peu dans tous les sens. À la fin, on se rend compte, par rapport aux chiffres que tu donnais, sur les 2,7 milliards de mètres cubes de bois, donc ça, c'est aussi les références de la filière qui sont aujourd'hui sur pied, le pacte, il vient prélever 0,5% de l'accroissement naturel de la forêt française. Donc, c'est une part extrêmement peu significative. Et ça représenterait plus d'un doublement du marché de l'Île-de-France en construction bois. Donc, c'est là où il faut être très, très vigilant. Et ce genre de démonstrations, on espère, sont quand même, en termes de pédagogie et de sensibilisation, très importantes. Parce que on peut augmenter de façon multipliée par 2 ou multipliée par 2 la construction bois en France, et que ce soit dans le Grand Est ou dans toutes les régions sur le territoire. Et ça viendra par rapport au stock existant, ne prélever qu'une part très petite, et on a fait d'autres scénarios, mais et on parle que de l'accroissement naturel. Alors certes, là, on n'avait pas fait une distinction entre le feuillu et résineux, on a quand même repris les chiffres qu'on connaît tous de la filière, et on construit aujourd'hui majoritairement en résineux, mais même en résineux, donc c'est une question d'organisation, de structuration de la filière, de réaliser les investissements industriels au fur et à mesure, mais en tout cas, la ressource, elle est bien là, et c'est assez facilement démontrable. Oui, merci. C'est exactement les ordres d'idées de chiffres que je donnais tout à l'heure. Alors, même si cette démonstration peut paraître, entre guillemets, en effet, un peu simpliste, parce que c'est des grandes ordres d'idées, mais elle a le mérite de démontrer l'impact, 1,2 million de mètres carrés en bois, 0,5% de l'accroissement. Voilà, ça montre bien le peu d'augmentation sur la récolte quand on construit des constructions neuves supplémentaires. Après, pour rassurer aussi nos spectateurs aujourd'hui, ce qu'il faut savoir au niveau de la filière forêt-bois, c'est qu'on a un organisme et qui, du coup, d'ailleurs, donne ces chiffres-là. Alors là, la source qui est citée, c'est France Bois Forêt, mais France Bois Forêt, c'est l'interprétation. Elle s'appuie sur qui? Elle s'appuie sur l'inventaire forestier national. On a en France un organisme qui aujourd'hui est un service de l'IGN et qui est là spécifiquement pour tout. C'est leur travail quotidien, annuel, de mesurer la forêt française. Donc, c'est par système d'échantillonnage, etc. Et chaque année, ils nous donnent des évolutions, que ce soit sur la production, que ce soit sur les volumes disponibles, sur la récolte, etc. Et donc, ça nous permet d'avoir une vue en temps réel, enfin annuellement en tout cas, sur l'impact de notre récolte sur l'accroissement de la forêt française. Et aujourd'hui, quand on vous dit qu'on récolte 50-60% de la production nationale de la forêt française, c'est grâce aux données de l'IFN. Et puis, l'autre élément pour répondre à ces inquiétudes, et là, du coup, je vais vous parler un petit peu de la marque, c'est que ça rejoint ce que disait Denis tout à l'heure en disant utilisons du bois certifié PEFC, FSC, utilisons du bois de France, qui est complémentaire aussi à ça, parce que dans la certification, dans la marque Bois de France, on demande aux entreprises d'utiliser uniquement du bois soit éco-certifié, soit, évidemment, parce qu'on est en France, qui respecte la loi, donc c'est-à-dire le code forestier, qui, dans son premier article, explique que tous les articles du code forestier sont bien là pour définir une gestion durable de la forêt. Donc, en France, alors, évidemment, vous pourrez sûrement me citer des mauvais exemples parce que malheureusement, tout le monde ne respecte pas la loi à la lettre près. Mais de façon globale, la forêt en France est très bien gérée. Et quand on consomme du bois de France, on est sûr de ne pas remettre en cause la gestion forestière et de ne pas déforester. Et quand on utilise du bois français, au-delà, parce que ça c'est une diapo sur les valeurs, on va dire,
de la marque Bois de France, au-delà du respect de la forêt, évidemment, vous soutiendrez la forêt, les entreprises françaises, les emplois locaux, l'économie locale, et ça vous permettra d'avoir une consommation non seulement responsable du matériau bois, mais en plus solidaire avec tous nos emplois sur le territoire. Comment on prouve ça, pour que vous compreniez bien? C'est qu'on met en place toute une traçabilité du bois de France et une traçabilité qu'on garantit avec des audits annuels de chaque entreprise. Ça fonctionne comme une certification, donc comme la certification PEFC, comme d'autres certifications que l'on trouve potentiellement dans d'autres filières. Donc là, on va tracer le bois donc depuis les forêts françaises qui, par définition, sont bois de France, vu qu'elles sont établies sur le territoire national. Et on va s'intéresser à chaque étape de transformation jusqu'à la mise en œuvre dans un produit ou dans un projet de bâtiment bois. On peut même, dans Bois de France, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont pas forcément, qui manipulent pas forcément le bois, qui ne le mettent pas ou ne le transforment pas directement, mais qui sont des acteurs qui peuvent quand même promouvoir l'utilisation de bois et de Bois de France. Ça va être par exemple les prescripteurs comme les architectes. Je sais que ce soir, il y avait beaucoup d'architectes inscrits. Tous ces acteurs engagés peuvent aussi mettre en avant l'utilisation de Bois de France en s'engageant dans la marque. Et l'objectif, c'est vraiment d'apporter cette garantie, une garantie qui soit partagée par l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, c'est normal, je vous disais tout à l'heure, une soixantaine d'entreprises, ce sont principalement aujourd'hui des entreprises de l'amont de la filière, parce que c'est celles qui sont au début de la chaîne, qui ont accès à cette ressource forestière française. Et notre objectif, c'est de se développer sur l'ensemble des secteurs de la filière bois pour pouvoir demain construire un maximum de bâtiments en bois de France, notamment par exemple pour répondre aux différents organismes qui se sont engagés et les maîtres d'ouvrage qui se sont engagés dans le pacte bois biosourcé d'Île-de-France où il y a des niveaux d'engagement sur l'utilisation de bois issus des forêts françaises. Donc du coup, en utilisant du bois PEFC, du bois FSC, du bois de France, vous avez aussi cette garantie de ne pas remettre en cause la gestion durable de la forêt. Merci Jérôme. On prend juste une dernière question sur cette partie, une réponse en 2-3 minutes, s'il vous plaît. Oui, on a une question donc, sur la diversité de nos forêts. Est-elle un frein à l'industrialisation de bois technique? Alors, la diversité, c'est non seulement pas un frein, mais c'est une nécessité absolue face aux évolutions climatiques. Aujourd'hui, l'idée, c'est bien d'aller renouveler la forêt de façon très diversifiée pour éviter, d'une, de mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que bien malin va savoir quelle essence va résister à quoi. Le modèle climatique nous donne une certaine tendance, mais il est évident que plus la forêt sera diversifiée, plus elle sera résistante aux évolutions climatiques. Donc, on part sur une forêt type mosaïque, puzzle, c'est-à-dire tache léopard, où on va avoir des bouquets de telle et telle espèce. Alors, on pourrait mettre en relation en disant, effectivement, ça va être plus compliqué à exploiter. Je rappelle juste qu'il y a 20 ans, les forestiers, globalement, dont les forestiers de l'ONF, vendaient des arbres. Aujourd'hui, on ne vend pas des arbres, on vend des produits à des clients dans le cadre de contrats d'approvisionnement. Donc, c'est à nous à gérer cette partie-là, d'exploiter au mieux tout en respectant les sols, les peuplements, de trier les produits pour aller livrer un transformateur, premier ou deuxième transformateur, qui saura utiliser cette matière-là au mieux de son besoin, selon son cahier des charges. Donc, je dirais que ce n'est pas vraiment un souci. Le seul souci qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est la diversification maximum des forêts, à travers notamment l'introduction d'espèces. Alors, attention, quand je dis espèces, ce n'est pas l'AMF d'eucalyptus, etc., mais c'est simplement la variabilité génétique française, déjà, par exemple, des chênes d'une région de provenance différente, et c'est de mettre un maximum de diversité dans les peuplements, qui soient feuillus comme résineux. Merci. Je vous propose d'arrêter là et de passer à la dernière partie, qui concerne finalement le développement de la construction avec du bois de France. Notamment une première intervention qui va aussi répondre à une question qui s'est posée plutôt sur les savoir-faire et finalement donc une question pour vous Eva, finalement comment trouver les savoir-faire, comment trouver les bons interlocuteurs en termes de transformation selon les besoins qu'on peut avoir. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Alors, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes un particulier ou même une entreprise qui recherchez un fournisseur, une entreprise qui fabrique des produits en bois, vous avez donc l'annuaire sur le site internet pour rechercher par produit ou par région
ce dont vous avez besoin. Ensuite, donc voilà, ça c'est vraiment l'outil le plus simple, sinon c'est voilà, contactez la FNB là-dessus si vous ne trouvez pas forcément l'information sur ce site-là. Et ce qu'il faut savoir sur le site, comme le disait Eva tout à l'heure, hein, c'est qu'il y a eu un gros travail de recensement des différents produits fabriqués par les entreprises françaises. En face de chacun de ces produits, il y a les entreprises qui fabriquent ce produit-là. Donc, c'est vrai que ce catalogue produit, ces fiches pratiques, cet annuaire sont vraiment un outil utilisable au quotidien. Mais comme il en existe aussi, j'allais dire, dans les interprofessions, hein, tout à l'heure, Thibaut, tu as projeté une carte où on voyait toutes les interprofessions, tous les fibois régionaux qui existent. Toutes ces interprofessions connaissent les entreprises de leur région et seront à même de vous orienter vers une entreprise qui sera en capacité de répondre à telle ou telle demande. Donc, que ce soit la Fédération nationale du bois, que ce soit Bois de France, que ce soit les interprofessions, on est tous à disposition des acteurs de la filière pour les orienter vers telle ou telle entreprise, quoi. Merci Jérôme, j'allais effectivement y venir. Hein. Je vois que tu connais bien le monde des interprofessions, je t'en remercie. Peut-être pour continuer, on a parlé et on a vu tout à l'heure qu'il y avait une forêt majoritairement feuillue sur notre territoire. Et à l'inverse, on va dire majoritairement, les bois structurels sont plutôt résineux. Alors, peut-être une question pour M. Dagneau, est-ce que le bâtiment n'est pas aussi une manière de valoriser les bois feuillus? C'est vrai que c'est une thématique dont on entend parler de plus en plus souvent. Alors, effectivement, c'était ce qu'on voulait démontrer dans ce bâtiment-là. Sur cette diapo, sur celle d'avant, voilà, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, gérer durablement, j'aurais dit, c'est effectivement un savoir-faire qui s'appelle sylviculture. Ça, c'est notre travail, c'est le travail des coopératives, c'est le travail des experts forestiers, c'est notre travail auprès des différents propriétaires. Derrière, évidemment, on adapte notre sylviculture sur deux choses, aux évolutions climatiques et derrière, à la demande. Alors évidemment, on nous a des fois reproché d'avoir des sapins qui sont trop gros, on a du mal à les faire maigrir, ça c'est sûr. Par contre, aujourd'hui, on utilise une sylviculture dynamique pour répondre à un besoin existant sur un produit existant. Là, sur cette diapo, en fait, on voit bien qu'en utilisant dans un bâtiment de la laine de bois, c'est des produits plutôt bois d'industrie, etc. À droite, dans notre bâtiment, on a utilisé en parquet du hêtre, mais on a surtout veillé à ne pas trier les lames, à utiliser du hêtre rouge, du cœur noir, et on voit que ça donne en fait une coloration. Et ces bois non triés, pour le menuisier, pour lui, c'est important parce qu'il n'y a pas de perte de matière. C'est sûr que si vous mettez dans un bâtiment, vous demandez à avoir un bâtiment sans de telle coloration, etc., c'est une catastrophe. Le rendement est catastrophique. Là, en faisant ça, on a fait un petit calcul sur le mur du bas, là, vous avez, qui en freine, je dirais, en freine de différentes largeurs, différentes épaisseurs, différentes singularités, gros nœuds noirs, etc. On gagne plus de 30% de la matière. Si on avait eu le même bois unifié avec 50 mm, 20 mm d'épaisseur, évidemment que le prix aurait été exorbitant. Au même titre qu'aujourd'hui, on subit les événements climatiques, mais il faut absolument utiliser ces bois-là qui sont bons d'un point de vue structurel. On le voit sur la photo. Notre charpente, ça c'est le lamellé, on voit les colorations bleues de la charpente qui ne gênent personne. À part les visiteurs qu'on invite à aller dans les combles, personne ne voit que cette charpente-là est scolitée. Et c'est important puisque aujourd'hui, face aux évolutions climatiques, on récoltait entre 5 et 10% en forêt publique de bois dépérissant. Aujourd'hui, avec ce qui nous arrive, on peut être sur certains produits comme l'épicéa à presque 100%. Donc, je dirais, tous les bois, il faut les mettre aux bons endroits. À l'extérieur de notre bâtiment, on a mis du chêne, là aussi avec ses singularités, mais on a évité de mettre trop de bois à l'extérieur. On l'a mis beaucoup plus à l'intérieur. Et au final, c'est gagnant-gagnant, puisque dans ce bâtiment, c'est 7 essences différentes qui ont été utilisées, du pin sylvestre, du Douglas, de l'épicéa, du sapin, du frêne, du mélèze, et du mélèze, du hêtre et du chêne. Je dirais qu'au final, le coût, ça passe complètement, c'est complètement intégré au bâtiment.
Par contre, le système constructif proposé par l'architecte ne nous a pas proposé de CET, etc. Nous a proposé une ossature bois avec bac collaborant, béton. Donc, on n'est pas des ayatollahs purs et durs du bois, c'est le bois au bon endroit, le bon matériau au bon endroit. Pour avoir un matériau durable dans le temps, parce que souvent c'est l'inverse, on propose en architecture le bois au mauvais endroit, c'est-à-dire tout de suite en bardage. Moi, je le conseillerais plutôt à l'intérieur, plutôt en structure, qu'aller tout de suite le mettre en bardage. Et en plus, on a cette qualité de bien-être. Sur un mur en béton, on a mis un mur en frêne, avec des arbres calarosés, des arbres. Et honnêtement, c'est assez génial. Le résultat est assez génial et compétitif en tout. Donc, exigeons de nos fournisseurs des légumes moches, donc des bois, avec leur singularité, et sans doute pas des bois triés, calibrés, etc. Bien, merci. J'avais une question pour M. Jarquin, notamment vis-à-vis de la relation avec vos clients. Voilà, le grand public ou les clients peuvent avoir des ressentis ou des a priori très différents sur le matériau. Je voulais savoir si finalement vous aviez adapté votre marketing, enfin, comment finalement vous vendez vos appartements. Est-ce que vous communiquez sur le bois? Est-ce que vous avez adapté justement votre stratégie vis-à-vis de cela? Nous, comme vous l'avez compris, on a toujours construit en bois. Donc, dès le démarrage dans notre marketing, on a mis en avant ça comme étant une qualité, et je ne reviens pas dessus, ce qu'on avait dit en amont, l'enjeu écologique, l'enjeu santé, qualité des logements. Là, on voit quelques photos. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, je vais prendre une anecdote, mais il y a une dizaine d'années, j'avais été sur une opération parisienne avec un promoteur dont je ne donnerai pas le nom, mais qui était un des, on va dire, top 5 nationaux, qui faisait sa première opération bois. Et donc, je m'étais intéressé pour voir justement quelle stratégie marketing ils avaient mise en avant. Et quand j'avais été dans la bulle de vente, j'avais rencontré le vendeur. Et assez étonnamment, ils étaient vraiment dans une stratégie en disant « Non, mais vous inquiétez pas, il y a du béton, c'est quand même une opération solide, hein, le bois, c'est vraiment à la marge. » Et en fait, ils étaient en fait dans une déconstruction du discours parce qu'il y avait une difformation du commercial. Parfois, en France, sur les sujets de communication, marketing, on n'est pas les plus forts. Et donc, il déroulait son produit en vraiment essayant de cacher le plus possible le bois. Nous, on est dans une démarche qui est complètement opposée. On pense que, là, on voit quelques photos de nos logements. En haut à gauche, c'est une perspective. On fait une tour en bois sur la Seine. Donc, ça va être une des opérations emblématiques qui s'appelle le Wood Up. Nous, au contraire, on met vraiment si on passe même sur le slide 23, voilà, bon, c'est quelques images, mais nous, on va mettre en avant le bois apparent dans les logements et une vraie stratégie marketing qui est même luxe. C'est-à-dire de dire que nous, aujourd'hui, une opération, non seulement c'est écologique, mais de vivre dans un logement en bois, par rapport à toutes les qualités que ça apporte, c'est un positionnement très haut de gamme. Et donc, alors, d'une certaine façon, et c'est vrai que des fois, dans la filière, on oublie que le rôle du maître d'ouvrage, donc nous, on est promoteur immobilier, en 10 ans, on a reçu des milliers de clients qui viennent donc se renseigner. Et en fait, les questions sont toujours les mêmes. Résistance au feu, durabilité, oui, mais l'étanchéité. On a 10 questions. Et en fait, on se rend compte qu'avec une bonne pédagogie et un commercial bien formé qui répond, et on a tout le temps des bonnes réponses, parce que les réponses sont souvent assez simples, en fait, les gens sont toujours convaincus. Et à la rigueur, ce qu'on voit là où on doit s'adapter aujourd'hui, et ça rejoint certaines des questions, c'est les questions de déforestation, les questions quel bois vous utilisez. Nous, le Bois de France, c'est non seulement un engagement écologique, mais ça devient une stratégie marketing, parce que quand vous êtes dans des grandes métropoles aujourd'hui, vous avez une clientèle qui devient de plus en plus exigeante. Donc des fois, moi, quand je parle avec des scieurs ou des constructeurs, au début, ils me disaient « Non, attendez, vous êtes promoteur, chacun son métier ». Non, nous aujourd'hui, les questions qu'on nous pose, l'adaptation, quel type d'essence vous construisez, est-ce que vous avez des coupes rases dans vos… Non, mais les gens sont de plus en plus renseignés. Alors, parfois, on rentre dans des débats de fond, oui, mais ça, etc., sur les sujets de coupage. Mais en tout cas, nous, de pouvoir dire, oui, nos immeubles sont non seulement Bois de France, mais aussi certifiés PEFC, ça permet d'avoir un discours un peu global et complet et qui permet de vraiment valoriser. On a fait non seulement le choix de Bois de France, mais aussi le choix de PEFC, donc pouvoir aussi certifier que nos bois sont non seulement locaux. Là, c'est l'image d'une opération, c'est des choses qu'on montre aux acquéreurs. Vous voyez, encore une fois, on a fait l'opération à Rosny. Le constructeur, c'est un constructeur en Île-de-France, mètre cube, mais à charpente. Les bois, ils venaient de Piveteau-Bois, Monet-Sèvres. Sur les menuiseries extérieures, c'est les menuiseries David. Donc là, on avait fait le travail de bien montrer que 100% des scieurs et des constructeurs de notre opération
étaient tracés et on pouvait communiquer dessus. Ça, c'est ce qu'on fait sur toutes nos opérations maintenant, hein, depuis près de 3 ans. Nous, on avait même un peu anticipé d'une certaine façon la certification de Bois de France parce que c'était une stratégie d'entreprise et on est ravis que voilà, la filière s'organise parce que ça donne de la crédibilité à la démarche. Mais en tout cas, c'est une vraie stratégie marketing aussi. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'habitants qui sont extrêmement sensibles à ces questions-là, qui sont contents de l'enjeu carbone, mais l'enjeu de traçabilité. Et nous, maintenant, le discours qu'on a aussi, c'est comme la nourriture, hein, la construction bois, derrière, c'est la sylviculture. Aujourd'hui, quand on mange, les gens ils veulent des produits de qualité, on veut du local, on veut du bio. Et dans un immeuble, c'est la même chose. On veut du local, on veut du bio. Le bio, c'est le PEFC, le local, c'est la marque Bois de France. Donc, en fait, quand on fait ces analogies-là, et par contre, c'est un discours qui doit se construire. C'est un discours de maître d'ouvrage. Donc, dans la prescription aujourd'hui, quand vous allez rencontrer que ce soit des maîtrises d'ouvrage publics ou privés, et en fait, ça passe par là aujourd'hui pour le déclenchement d'opérations en bois parce qu'il y a une exigence de plus en plus forte des futurs habitants, des acquéreurs. Et c'est aussi, après, on parlera certainement du coût de construction, mais c'est aussi voilà, d'avoir une offre haut de gamme, de ne pas s'oublier que c'est de la très belle qualité. Donc, c'est des produits haut de gamme quand on a des belles opérations en bois. Merci, oui. Justement, belle transition, parce que c'est vrai qu'il y a une question qui est récurrente, hein, c'est sur le coût de construction. Et vous, en tant que promoteur, est-ce que vous pouvez justement nous parler de ce coût? Est-ce qu'il est équivalent à d'autres matériaux? Est-ce que s'il y a surcoût, comment on peut l'expliquer, l'aborder aussi avec le client? Enfin, voilà, comment finalement, quels éléments pouvez-vous nous apporter à ce sujet? Nous, il y a 5 ans, on faisait déjà des conférences où on parlait de ces sujets-là et on avait une communication de dire oui, le bois, en fait, il ne faut pas dire que ça coûte plus cher, on est équivalent en termes de coût de construction par rapport aux filières traditionnelles. La réalité, c'est que si on. À qualité égale, c'est peut-être vrai, mais il y a quand même beaucoup d'opérations aujourd'hui en France dans la promotion immobilière qui sont quand même de très faible qualité. Hein. Je prends des exemples concrets. Voilà, on va mettre des menuiseries en PVC. On va faire une construction tout béton avec un enduit de faible qualité. Quand on va être sur vraiment de l'entrée de gamme, voire du bas de gamme. Là-dessus, aujourd'hui, la filière bois, en tout cas les immeubles que nous on réalise, on n'est pas vraiment compétitif. Et d'une certaine façon, on ne peut pas l'être parce que vu la qualité de nos opérations, j'imagine que sur l'opération Épinal, vous avez des belles menuiseries en bois aussi et qu'on doit être dans une démarche un peu globale. Donc par rapport à ça, nous on a un discours de vérité aujourd'hui parce que quand on doit démarrer des opérations en bois dans les métropoles ou où que ce soit, il faut convaincre des élus, il faut convaincre souvent des aménageurs et donc il vaut mieux dire les choses dès le départ. Nous on estime qu'on a un surcoût de construction qui est de l'ordre de 10%. Et la plupart des promoteurs ont vraiment des difficultés à absorber ce coût de construction. Parce que la réalité, c'est que ça représente quasiment toute la marge du maître d'ouvrage. Les gens pensent que, mais au final, voilà, les promoteurs font énormément d'argent, mais quand on augmente le coût de construction de 10 à 15%, eh bien, on se rend compte que ça vient quasi. Et donc souvent, et on l'a vu sur tout le territoire, on a 75% des opérations qui étaient conçues par des architectes, des bureaux d'études comme des belles opérations bois. Et il n'y a pas l'engagement d'un ONF ou d'opérateurs comme nous qui faisons que du bois. Et on se retrouve avec des opérations mixtes en poteau coup de béton. Il faut aussi faire attention un peu au discours de le bon matériau au bon endroit. Parce que vous dites ça à un promoteur, il dit dans ce cas-là, on va tout reprendre. Le bon matériau au bon endroit, c'est préserver ma marge. Et donc, je retransforme tout en poteau coup de béton et je mets un peu de mur en ossature bois. C'est hélas une réalité aujourd'hui un peu partout. Donc, il faut le volet marketing qu'on vient de voir, de temps en temps, si on arrive à convaincre un promoteur qu'effectivement, il y a certaines personnes qui vont comprendre que ça peut peut-être venir faire baisser un peu la facture énergétique, ça peut peut-être faire venir un peu baisser aussi les frais d'entretien. Donc, au final, les gens, quand ils allongent, dans leur financement de leur opération, ils seront peut-être prêts à payer un petit peu plus cher. En tout cas, quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est un des freins du développement à grande échelle de la filière, c'est ce coût de construction. Donc, il ne faut pas le négliger et il ne faut pas non plus avoir une communication trop optimiste sur le sujet parce qu'on voit beaucoup de blocages, des opérations qui ont du mal à sortir à cause de ces problématiques-là. Donc, c'est un des vrais enjeux et je pense qu'il faut le dire. Et ça nécessite beaucoup de travail en amont avec les bureaux d'études, des économistes et des équipes compétentes qui permettent aussi être le plus compétitif possible. Merci, oui. Alors, je rebondis juste.
en évoquant deux outils. Sur le site Ambition Bois, vous avez notamment un outil qui est un bilan promoteur, donc voilà, qui permet aussi de rentrer dans le détail du coût d'une opération bois. Donc ça peut aussi guider de manière très objective sur la manière sur le coût final d'un projet. Ça, on va essayer de vous mettre le lien dans le chat, peut-être dans Mission Bois. Et puis, je cite notamment les travaux de nos collègues d'Atlan-Bois qui ont fait des fiches aussi de retour d'expérience avec une étude économique sur différents projets. Donc, voilà, ça a aussi vocation à être alimenté par l'ensemble de nos interprofessions. Et le but, c'est encore une fois d'apporter de la valeur tout à fait objective et du retour d'expérience. Monsieur Daniel, pardon, vous aviez peut-être un complément à apporter sur le coût du bâtiment ici. Ici, on avait une exigence, je vous l'ai dit, c'est un coût compétitif. On a fait un marché européen avec fourniture, etc. et un marché où on a mis uniquement pause. Et on s'aperçoit qu'au final, on essaie de regarder qui gagne de l'argent et qui n'en gagne pas. Parce qu'effectivement, il y a des questions aussi par rapport à la valorisation du bois, etc. Honnêtement, si on arrive à développer, alors ne pas raconter n'importe quoi, n'importe qui, ça, je l'adhère complètement. Mais quand vous êtes sur un territoire comme le Grand Est ou d'autres régions très forestières, où effectivement, on voit bien que dans les Vosges, nous, on a un emploi sur 10 lié à la filière bois-forêt. Et derrière ça, la forêt est omniprésente en matière touristique, etc. Ça rentre dans les gènes des personnes. Et au final, c'est même plus une question à comparer, effectivement, le prix, etc. Mais honnêtement, si on a une communication positive par rapport à ce qui a été dit, les avantages du bois, mais réels par rapport au bien-être, et surtout, je pense, le progrès qu'on a à faire, c'est l'économie de matière. C'est-à-dire travailler avec les industriels pour qu'effectivement les bois qui soient utilisés, on fasse des économies de matière. Moi, je l'ai vu dans ce bâtiment. Quand j'ai livré des bois en grume, le menuisier m'a dit « je n'aurai jamais assez ». Et quand on s'est revu, on a fait le bilan. Au final, il avait assez, mais il m'a dit « jamais je pensais mettre ce type de bois ». Donc, je pense que c'est aussi un axe de travail pour baisser les coûts de la construction, d'éviter de gâcher de la matière, entre guillemets, pour avoir vu les bois qu'on a livrés, parce qu'on connaissait les grumes qu'on a livrés. Les rendements étaient très bons. Mais au démarrage, il m'a clairement dit « je n'aurai jamais assez, il m'en faut le double ». Et au final, c'est sans doute une des pistes par rapport à ça, et d'habituer le consommateur à la réalité du bois. Ça, je suis assez d'accord, c'est-à-dire ses singularités, les nœuds, etc. Et je rajouterai, aujourd'hui, les architectes font des choses très bien. Dans ce bâtiment-là, par exemple, en coût de construction, tous les placards, et il n'y a quasiment rien au mobilier à rajouter à part un bureau et une chaise, puisque tous les placards étaient intégrés dans le système constructif pour faire passer la double flux, etc. Donc les bureaux d'études, oui, les architectes, pour essayer de trouver, d'optimiser le coût au mètre carré, c'est un challenge. Moi, je crois au challenge et je pense que les architectes sont largement capables, avec les bureaux d'études, de relever ce challenge qui est devant nous. Bien, merci. Jérôme, souhaites-tu apporter des compléments aussi sur la marque Bois de France pour conclure un petit peu cette… Je voulais déjà réagir sur un sujet, c'est ce qu'on disait sur le surcoût du bois et le marketing qu'on peut associer justement à la construction bois aujourd'hui, par rapport justement à cette idée du fabriquer en France. Aujourd'hui, maintenant je crois qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent que les gens sont prêts, dans une proportion assez importante, à faire l'effort de consommer local, que ce soit pour leur alimentation, bien sûr, parce que ça les touche directement, mais que ce soit aussi pour des produits, on va dire, plus de consommation, et on peut imaginer très rapidement aussi pour leur habitat. Et cette demande sociétale, c'est une demande de fond qui existe, qui est de plus en plus forte. Elle a en plus explosé en 2020 avec cette actualité sanitaire malheureuse que l'on a depuis bientôt un an. Mais cette situation, cette crise, elle a fait ressortir notre dépendance industrielle sur certains sujets. Elle a fait ressortir ce besoin de solidarité de consommation entre nous en France. Parce que finalement, quand on achète un produit, c'est peut-être notre voisin qui l'a fabriqué, et lui, on est bien content qu'il achète un produit français que l'on
potentiellement on a fabriqué, donc qui concourt à notre emploi. Et donc aujourd'hui, cette demande sociétale est de plus en plus forte et on le voit, on a de plus en plus d'initiatives sur ce sujet-là. Alors là, je vais illustrer maintenant. Aujourd'hui, qui ne connaît pas les slips français? Voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement connu. Il y a plein d'initiatives comme ça autour du fabriqué en France. On le voit, donc ça c'est de façon générale hein, sur les produits de consommation, mais on voit aussi cette demande sur la construction. On a parlé du pacte bois biosourcé de Fibois et de France. On en a parlé avec des chiffres très importants. Donc, vous voyez, c'est des engagements vraiment d'envergure de tous ces signataires-là. Et il va y en avoir d'autres, visiblement, qui vont s'engager encore dans les jours à venir. Les Jeux Olympiques de Paris, on a eu des propositions, des demandes de la part de collectivités de différents endroits en France qui s'intéressent justement au construire en bois de France avec de la matière première française. Donc ça, c'est une vraie lame de fond qui existe et qui peut servir derrière en termes d'explication, de promotion, de prescription du matériau bois et du matériau bois français. Et comme on l'a vu en plus aujourd'hui, on vous a montré, et on vous enverra les différents liens et même sûrement la présentation, on a un certain nombre aussi d'outils pour aider justement dans cette prescription, la petite calculette carbone dont on parlait tout à l'heure, sur les produits. Je pense qu'il y a aussi, on a parlé des fiches FDES, on n'a pas parlé du configurateur FDES qui permet vraiment de caractériser son bâtiment et ses produits. Et là, je ne sais pas si tu veux compléter sur ce sujet-là. Oui, c'est ça. En fait, le configurateur de FDES permet de personnaliser, en tout cas d'une FDS collective, de la paramétrer aux données d'un chantier, donc d'un projet, donc à faire par l'architecte ou bien le bureau d'études sur ce projet-là, ou bien simplement les individualiser aux données du producteur, du fabricant de produits français. Et donc voilà, c'est des paramètres qui sont en fait possibles de préciser sur le type d'essence. On parlait tout à l'heure des rayons de transport, donc de rayons d'approvisionnement et rayons aussi entre le chantier et l'atelier. Donc voilà, le configurateur permet d'être encore plus précis dans les données environnementales que l'on a sur un projet ou sur un produit. Ce qui permet du coup à tout à chacun, à l'architecte, au maître d'ouvrage, etc., d'avoir des données fiables sur ces FDES et la CV de son bâtiment. Ouais. Et de comparer potentiellement avec d'autres produits. Voilà. Et donc si on a un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre aujourd'hui qui veut justement construire en bois de France, voilà, il va s'inscrire dans ces problématiques sociétales actuelles, il va pouvoir distinguer de façon garantie ses produits, c'est-à-dire que quand il va utiliser la fiche FDES bois de France, et s'il demande des produits certifiés bois de France, il est sûr de bien être dans les caractéristiques de la FDES, ce sera garanti, et il pourra démontrer à ses clients une production responsable. Et même au niveau de sa fabrication, on parle aussi, par exemple, dans les marchés publics, on parle beaucoup du sourcing. Hein, la marque pourra amener justement cette phase de sourcing avec un réseau de fournisseurs rapidement identifiable. Et d'ailleurs, je parle de marché public, j'ai oublié de préciser que, parce que ça, c'est une demande qu'on nous fait souvent, et il y a peut-être quelques spectateurs aujourd'hui qui sont intéressés par rapport à ça, c'est que la difficulté des marchés publics aujourd'hui, c'est justement le code des marchés publics qui est là pour éviter la préférence locale, nationale. Donc, on est en train de travailler avec un cabinet juridique sur la marque Bois de France pour ne pas marquer Bois de France tout simplement dans les marchés publics, parce que ça, on ne peut pas, mais en tout cas, de voir comment mettre en place un certain nombre de critères qui vont permettre d'orienter la réponse vers du Bois de France. Donc, on a bien avancé sur le sujet et on espère pouvoir sortir un guide dans les semaines et les mois qui viennent, pour en printemps, je pense, le temps de le finaliser, de le mettre en forme. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucun frein, on vous l'a montré là, à utiliser du bois français, parce qu'on a vu qu'il y avait une ressource, on a vu qu'on avait des capacités de production qui étaient en évolution et qui vont continuer à être en évolution si le marché se développe. Nos entreprises aujourd'hui, on voit, il y a 20 ans, on pouvait peut-être dire que la filière bois française elle avait du retard. Aujourd'hui, on peut difficilement dire ça, et surtout, on voit qu'on a des entreprises qui sont prêtes à investir si on leur donne un petit peu de visibilité sur les marchés. C'est vraiment ça qui est important. Donc, allons dans la construction bois, allons dans la construction en bois de France, et donnons de la perspective à nos entreprises qui sauront répondre à nos demandes.
et faisons cette consommation de bois solidaire et responsable. Bien. Je passe des questions sur cette partie du coup, Thibaut. Vas-y. Ouais. Non, mais je pense que c'est une belle conclusion, en tout cas, de nos discussions. Je vous propose peut-être 10 minutes maximum de questions avant de conclure. Oui, si on peut enchaîner sur le même sujet, on avait une question sur est-ce que on peut optimiser la filière, le développement de la filière via notamment l'optimisation de la logistique en utilisant la digitalisation dans un secteur qui est peut-être encore vu d'une manière assez traditionnelle. Oui, bonne question. Bonne question. Je ne sais pas, Paul, si vous utilisez un peu ça, le BIM, etc. Mais pas encore de trop. C'est vrai qu'il y a effectivement un premier sujet qui est le BIM. Nous, aujourd'hui, quasiment l'ensemble de nos projets sont réalisés en BIM. Et on se rend compte en fait que pour les constructeurs, le fait qu'on ait des forts niveaux de préfabrication, le fait d'utiliser de la maquette 3D, en fait, chez les constructeurs bois, c'est automatique. Donc en fait, nous déjà, on a une transition beaucoup plus simple, je dirais, vers l'usage du BIM par rapport à la culture de ces niveaux de préfabrication. Et alors, c'est vraiment de la prospective, mais moi j'ai des amis qui s'étaient intéressés. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir la mise en place de blockchain dans la filière bois, justement, dans cette dimension de traçabilité. Aujourd'hui, je sais qu'il y a certains sieurs qui sont en capacité d'aller jusqu'à la traçabilité de la grume dans leurs usines. Nous, effectivement, alors là, en tout cas, on est dans la prospective ou de la R&D, mais déjà aujourd'hui, on est content de pouvoir dire, voilà, tel immeuble, il est construit avec tel constructeur, tel sieur et tel massif forestier. Mais peut-être que dans 10 ans, on sera en capacité d'aller encore plus loin et de dire, non seulement c'est avec ces deux massifs-là, mais voilà la traçabilité jusqu'à la grume. Et là, dans la dimension qu'on expliquait, sur le marketing, ça crée de la confiance vis-à-vis d'un futur habitant, il sait exactement de quelle forêt, de quel arbre est constitué son immeuble. C'est des choses qui, aujourd'hui, on n'en est pas là, mais ça peut être des directions à prendre parce que ça sera dans l'air du temps et plus par rapport à l'adaptation au réchauffement climatique, tout ça, on doit trouver des solutions. Sur cette notion de traçabilité, c'est vrai qu'on voit que c'est quelque chose qui évolue extrêmement rapidement. Il y a encore une quinzaine d'années dans la filière, il n'y avait absolument pas de traçabilité ou de façon très sporadique. La certification PEFC et FSC ont amené une première brique dans ces notions de traçabilité. J'espère qu'avec Bois de France, on est en train d'en amener une nouvelle. Et puis, en effet, peut-être que dans 5, 10 ans, 15 ans, ça sera des puces RFID ou je ne sais quoi qui permettront d'avoir un suivi de A à Z de notre matière bois. On peut imaginer en effet beaucoup de choses là-dessus. Et du coup, alors sur l'optimisation de la matière, aujourd'hui, quand on voit nos industries et les investissements qu'elles font avec des scanners à l'entrée des scieries qui permettent d'optimiser, de scanner la grume, de voir quelle section de bois scier dans cette grume pour optimiser au maximum. Et pourquoi pas après, derrière, en termes d'utilisation, comme disait Denis tout à l'heure, d'avoir une utilisation encore plus responsable du bois en utilisant certaines parties qu'aujourd'hui on n'utilise pas forcément. J'imagine que tout ça, ce sont des choses aussi, avec l'évolution aussi de la demande, qui vont, on parlait de ressources tout à l'heure, la première ressource dans laquelle on peut puiser, c'est aussi peut-être cette optimisation, tout à fait. Et je peux juste rebondir en insistant sur le caractère moderne aussi de la filière. On a peut-être un peu trop souvent l'image traditionnelle qui est souvent malheureusement connotée péjorativement de la filière, alors qu'effectivement, je pense à des projets numériques qui existent déjà depuis des années. Je pense aussi au secteur forestier. Enfin, il y a des projets qui aujourd'hui, avec des plateformes, permettent de fluidifier les messages, les commandes entre les forestiers, les transporteurs, les scieurs. Je pense au projet Imobois, par exemple, si ça parle à certains, mais on n'a pas attendu ni la réglementation, etc. Enfin, on parlait du BIM, qui est une vraie révolution et sur lesquels, finalement, les constructeurs bois ont toujours été relativement en pointe. On peut parler de préfabrication, on peut parler justement d'optimisation de matière. La filière bois et le digital, ça fait clairement bon ménage. Peut-être une autre question? Alors, on a deux questions qui portent notamment sur la durée de vie du bois dans le bâtiment et dans les constructions.
Est-ce qu'on a des solutions pour augmenter cette durée de vie et quelles sont les protections qui existent actuellement? Peut-être un premier élément, et je laisserai bien sûr tout le monde compléter, rappeler le message qu'on a fait passer sur le bon bout au bon endroit, de bien utiliser un matériau qui soit durable en extérieur. Enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent paraître basiques, mais sur lesquelles il faut connaître quand même les caractéristiques des essences qu'on utilise. Et le besoin, je pense, important aussi de formation. On ne s'improvise pas constructeur bois, il faut maîtriser quand même de nombreuses notions techniques, physiques, ne serait-ce que par rapport à l'humidité, sur les transferts d'humidité notamment. Enfin voilà, beaucoup de formations existent, et de plus en plus, et c'est tant mieux, mais il faut clairement maîtriser ces principes physiques pour que finalement, il n'y ait pas de désagrément dans le bâtiment. Après, le bâtiment bois ne souffre pas de plus de sinistres que d'autres matériaux, ça c'est important aussi à rappeler. Encore une fois, il faut en maîtriser les fondements et s'adresser aux bons professionnels. Peut-être vous l'interpellez, Paul, aussi sur ce sujet, parce que finalement, sur les bâtiments qu'il nous a montrés, il y a quand même beaucoup de bois en extérieur aussi. Et derrière, maintenant, sur par exemple les premiers bâtiments, j'imagine que vous commencez à avoir des retours d'expérience justement sur l'entretien de ce bois-là en extérieur, son vieillissement, etc. Nous, là-dessus, on aime bien quand même mettre en œuvre du bois, du mélèze en façade. Par contre, on est extrêmement clair avec les hackers, justement dans la phase commerciale, et on dit, voilà, nous, avec les architectes, quand on fait ces choix-là, c'est un matériau vivant, il va griser dans le temps, en hiver, il sera très sombre, en été, des fois. Donc, c'est la dimension vivante du matériau qui, justement, quand on est dans des métropoles très denses, avec des voitures partout, ça nous renvoie à ce côté matériau vivant et sain. Après, il y a des élus, de temps en temps. Là, on est sur un truc à Clichy, c'est dans le 92, les prix de sortie vont être à 12 000 € du mètre. Bon, le maire, il a dit, moi, je veux de la pierre. Je dis, il n'y a pas de problème, la discussion, elle ne dure même pas 15 secondes, on ne mettra pas de bois en façade. Donc, il faut aussi avoir ce discours de dire, on peut mettre du bois en façade si c'est souhaité, il faut bien communiquer dessus, parce que si ça crée la déception et qu'effectivement, que ce soit du Douglas, du mélèze, quels que soient les matériaux qui sont mis en œuvre, ils auront tendance à griser. Alors, des fois, nous, on utilise aussi de l'autoclave. Il y a des solutions. Mais par contre, il faut un discours de vérité, il faut bien communiquer vis-à-vis des futurs habitants et aussi dire, si on doit mettre de la brique, là, sur les Jeux Olympiques, on va expérimenter de la brique en réemploi. Donc, on va réemployer de la brique et ça va être la façade de l'immeuble. C'est pour montrer qu'aussi, en termes d'innovation, en termes de capacité d'adaptation, là, on fait un immeuble haussmannien, pierre de taille en façade, donc c'est à Clichy, avec de la structure bois derrière, il n'y a aucun problème. On peut, comme dans les autres matériaux, utiliser tout type de façade. Et ça, il faut le dire, parce que des fois, dans la prise de décision d'une opération, que ce soit un élu ou des habitants qui s'inquiètent, faut être très rassurant sur ces questions-là. Effectivement, sur le bâtiment Épinal, il y a la diapo avec le bébé, si tu peux montrer le bâtiment, Jérôme. C'était le deal, c'est-à-dire l'architecte, clairement, il savait très bien que le bois à l'extérieur allait changer de couleur. Donc, d'entrée, il a pris le parti que les fenêtres allaient être grisées en usine, par exemple. Que les fenêtres qui étaient exposées à l'eau étaient du bois alu et pas du bois uniquement. Donc, ça a déjà réglé le problème. Il a fait un débord de toit jusqu'à 2 mètres. Donc dans le système constructif, on voit sur la photo, là, c'est 2 mètres de débord de toit sur la photo du bas, évidemment qui protège le bois en extérieur. Et ensuite, sur le bardage qu'on a utilisé, je dirais que c'est le seul endroit où on s'est fait plaisir, on a mis du chêne, où on ne voulait aucun traitement sur le bois. C'est ce qui nous a coûté sans doute le plus cher, mais par contre, c'est une enveloppe étanche, c'est-à-dire que ça ne joue pas sur la structure du bâtiment. C'est un bac acier et il y a juste des lames de bois. D'ailleurs, qu'on a fait faire en rame, on a mis dans le grenier au cas où il y en a une qui vienne à pourrir. Et on sait très bien que le fond du bardage, du bac acier est gris, le bois grise tout de façon homogène et ça ne posera pas de soucis, et notamment, en tout cas les fenêtres, puisqu'elles ont été grisées directement. Et ça, c'était dans le deal et dans le choix du projet qu'on a eu, puisqu'on a eu un concours d'architectes par rapport à ça, c'était l'entretien du bâtiment. Parce que nous, c'était hors de question d'avoir un bâtiment où tous les matins, ou tous les ans, on passe
des heures et des heures à azurer et compagnie. Donc là, sur le bâtiment, et notamment au niveau terrasse, les seules choses qui ont été traitées en classe 4 en brun chocolat, c'est du pin sylvestre sur la terrasse du bas et les entourages de fenêtres qu'on voit sur les photos. Tout le reste, il n'y a aucun traitement. Après, effectivement, on aurait été tenté d'utiliser du mélèze, etc. Mais dans les Vosges, la production de mélèze est faible. Donc, on a plutôt pris le parti, là aussi, d'utiliser du pin sylvestre. Voilà, traité en classe 4. On n'était pas non plus complètement hostile à ça. Et aussi, à l'intérieur, vous ne l'avez pas vu, on a utilisé du hêtre thermotraité qui sert de décoration de couleurs dans l'escalier, etc., pour marquer le nez de marche. Donc là aussi, on profite aussi d'autres techniques de thermotraitement pour avoir un aspect design important. Et les gens, quand ils viennent dans ce bâtiment, ils disent ouais, c'est chouette, c'est quoi, c'est du bois exotique? Non, c'est du hêtre thermotraité. Donc ça aussi, c'est important d'utiliser la gamme et je pense qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire par rapport à ça et la filière travaille énormément dans ce domaine. On va prendre une toute dernière question en 5 minutes, s'il vous plaît. J'ai pas mal de questions qui me viennent à disposition. Peut-être on a une question sur le réemploi de bois en éléments structurels. Est-ce qu'on a des éléments de réponse à apporter? Alors, je ne sais pas si M. Jarquin a des éléments là-dessus. Pour l'instant, nous, en bois structurel, on n'a pas fait. Faut savoir que c'est quand même toujours très compliqué avec les bureaux de contrôle parce que là, un des exemples sur un des immeubles qu'on est en train de faire à Paris, on va quand même essayer de faire la façade, donc là, les menuiseries extérieures en réemploi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on sort un petit peu des sentiers. Donc, les bureaux de contrôle, on n'a pas de fichier FDES. Donc, d'un côté, le bon sens écologique, quand on récupère un bout de bois sur le chantier et qu'on le met en œuvre, a priori, le bilan carbone, on n'est pas trop mal. Mais par contre, quand vous avez en face, on doit faire l'ACV, on ne va pas avoir d'éléments. On va dire, non, vous n'avez pas de fichier FDES, donc on aura un bilan carbone qui sera plus mauvais que si on avait construit le truc en acier qui venait de Chine. Donc, c'est difficile, hein, ce type d'initiative, c'est quand même compliqué. Et après, en plus, sur les questions d'incendie, si vous commencez à mettre du bois en structure, donc là, on va être sur, on doit faire des justifications sur le feu, ce genre de choses-là. Sur le réemploi, ça, non, il n'y a pas touché encore. Mais par contre, voilà, sur les Jeux Olympiques, on est en train de faire une expérimentation, vraiment, voilà, toute la façade. Donc, on n'est pas sur du structurel, mais ça va quand même être le revêtement. Là, on l'a dit sur des menuiseries extérieures. Donc, sur les parties communes, c'est deux choses qui sont quand même assez simples à réaliser. Mais voilà, on travaille avec une entreprise qui, au niveau des planchers, fait des récupérations et réussit à avoir une fiche FDES parce que eux, voilà, ils ont fait un travail d'industriel. Donc, c'est certes du réemploi, mais il y a une dimension d'industrialisation. Donc, on est au début. C'est une filière qui, d'une certaine façon, c'est intéressant, mais est encore plus, est beaucoup moins structurée que la filière bois. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une filière d'avenir parce que, encore une fois, c'est du bon sens écologique. Mais avant de toucher à la structure, moi, ce que je recommanderais, c'est déjà de faire des premières expérimentations sur du mobilier, sur de la façade, sur des un peu comme on peut le faire sur. Et il y a plusieurs façons de réutiliser et de faire du réemploi dans le bois, mais ça peut venir aussi dès la conception du bâtiment. Si on part sur un projet temporaire, il y a des systèmes constructifs qui permettent de démonter, remonter, redémonter, remonter des structures en bois et notamment des poteaux bois qui peuvent être utilisés sur plusieurs bâtiments et avoir plusieurs vies. Donc, il y a des exemples. Il y avait le théâtre éphémère, par exemple, à Paris, qui était de l'académie, je ne sais plus quoi. Et donc, voilà, c'est des exemples concrets qui ont été mis en œuvre. Et ce théâtre-là, il a été réutilisé à Genève, je crois. Et il y en a encore plusieurs comme ça. Donc ça, c'est un travail qui est fait aussi dans le cadre des JO avec France Bois 2024. Ils travaillent sur notamment ces ouvrages éphémères et comment est-ce que les JO 2024 vont pouvoir aussi développer ce genre de structure en bois éphémère. Bien, je vous remercie. Je vous propose d'arrêter ici. Il y a encore beaucoup d'échanges, mais on pourrait y passer de nombreuses nuits encore dans la continuité. Donc, voilà, je voulais
vraiment remercier l'ensemble des intervenants de nous avoir accordé du temps voilà, pour débattre et apporter chacun leur vision très complémentaire du sujet. Je remercie Jérôme et les Bois de France au global pour la co-organisation de l'événement. Je pense que voilà, ça a permis d'apporter des éléments. Bien sûr, donc, comme je vous le disais, on vous transmettra le film de ce webinaire pour des personnes qui n'auraient pas pu se joindre à nous, par exemple. Et puis, on tâchera de répondre aux questionnements complémentaires qu'on a pu recevoir, et je vous remercie des échanges nourris qui ont pu avoir lieu. Voilà, je remercie aussi Clara et Benoît qui nous ont aidés à la réussite de l'événement. Merci à Paul pour les questions. Christian aussi, tu es toujours d'une aide très utile pour l'organisation des événements. Je ne sais pas, Jérôme, si tu as des éléments complémentaires à apporter. Ce que je viens simplement d'afficher à l'écran, voilà, utilisons du bois et soyons encore plus solidaires et responsables dans notre utilisation du bois en utilisant du bois de France, qu'on soit forestier, qu'on soit transformateur, constructeur, prescripteur comme les architectes ou simple utilisateur de bois. Voilà, organisons-nous pour une consommation responsable du bois en France. Et de même ici, je tiens à remercier Eva, bien sûr, et Paul pour leur intervention. Et Réana, que vous n'avez pas vue, qui est une collaboratrice de Paul et qui avait été aussi à la manœuvre pour préparer tout ça. Voilà, merci, et merci surtout à vous participants d'avoir été nombreux, dans l'espoir qu'on puisse bientôt se réunir et parler de ce sujet dans un amphi, bien sûr, en bois. Et voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et puis restons optimistes et touchons du bois. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir.